C'est la période des vœux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter et qu'est-ce que vous nous souhaitez? En tout cas, ce que je souhaite à une France qui se redresse et pour une Europe qui se redresse. Voilà, et puis je souhaite, voilà, je crois qu'on a beaucoup on en parlera, on est un pays formidable avec plein d'atouts. Oui, on va en parler de ça. Et tout le monde attend, voilà, que la France se relève pour que l'Europe se relève. Et on voit l'importance de ça. Si je peux aider, comme d'autres, à ce que ça se passe, voilà, voilà, c'est ça que je souhaite pour tout le monde. Tous, et du coup, c'est ce qu'on vous souhaite aussi. Voilà, je crois qu'on a tous intérêt à cela. Oui, absolument. Alors, on va faire votre portrait avec Paul tout à l'heure. Mais d'abord, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne vous connaît pas pour vous présenter? On ne vous connaît pas, qu'est-ce que vous lui diriez? Bonjour, je m'appelle Philippe. Alors, je m'appelle Philippe. Je suis... Regardez, on a splitté l'écran en deux. Voilà, qu'est-ce que vous diriez de la personne qui est à votre gauche ou votre droite? Non, mais c'est très intimidant, là. Non, voilà, donc j'enseigne, je fais de la recherche en économie et j'enseigne l'économie, voilà, et donc, voilà. Au Collège de France? Au Collège de France, également à l'INSEAD et à la London School of Economics, voilà. D'accord. Un cumulard. Et si je vous dis que vous êtes bordélique, brouillon, incroyablement créatif? Oui, ça c'est mon copain Philippon, voilà. C'est ça. Absolument. C'est vrai ou pas? Je sais pas, moi je peux pas me juger moi-même, donc voilà. Bordélique, on le sait. Bordélique, je suis très désorganisé. J'ai une assistante qui est aussi organisée que je suis désorganisé. Je suis quelqu'un de très désorganisé, absolument. C'est marrant pour quelqu'un qui enseigne l'économie, vous êtes un peu l'économie. Voilà, alors c'est vrai que dans mon travail, j'essaye d'être quand même. Alors ça faut demander à mes co-auteurs, mais dans mon travail, j'essaye d'être organisé, mais dans mon emploi du temps, c'est très compliqué, surtout en ce moment. Voilà. Et ça se concrétise comment la bordélisation d'un prix Nobel? C'est que tout d'un coup, voilà, il y a plein de... Vous êtes très sollicité, évidemment, et donc il faut organiser votre agenda. J'ai eu le malheur de perdre mon agenda précédent le mois dernier, donc évidemment il y a eu ce qu'on appelle des double bookings, des rendez-vous doubles, des télescopages. Et puis alors l'autre chose qui se passe aussi, c'est que je suis un grand gaffeur. Et donc, voilà, absolument. Ah ben voilà, vous vous présentez bien. Et alors c'est dramatique parce que quand vous avez un prix Nobel, les gaffes sortent dans la presse le lendemain, quoi. Donc il faut apprendre à remuer la langue plus souvent avant de parler. Là certainement il va y avoir plein de choses, toutes les gaffes que j'ai pu faire. Donc, et quel genre de gaffes vous faites? Oh, écoutez, vous n'avez pas idée. Et c'est quand j'essaie de les éviter qu'elles sont les plus grosses. Essayez de les éviter, là. Hein. J'ai essayé de les éviter. Oh, faites-en 2 ou 3 quand même. Et l'échec a joué un rôle très important dans ma vie. Je suis quelqu'un qui a beaucoup échoué, en fait. Je crois que si j'avais pas eu des échecs à la fois de travail et des échecs amoureux, j'aurais certainement pas eu le prix Nobel. L'échec a joué un rôle très important dans ma vie. C'est une belle leçon. Voilà, mais j'ai échoué plein de choses. Et maintenant, je réalise que tous ces échecs m'ont conduit là. Au prix Nobel. Voilà. Être ici devant vous aujourd'hui. Oui. C'est ça la recette. Voilà. Bon. Donc échouer, mais il faut encourager l'échec. Non, mais je crois que c'est important, c'est-à-dire que les sociétés très innovantes, c'est des pays où l'échec n'est pas culpabilisé. Je crois qu'il faut encourager à l'échec. Parce que l'échec, ça veut dire qu'on essaye plein de choses. Et enfin, en tout cas, dans ma vie, je peux vous dire que j'ai échoué plein de choses. Et maintenant, sans ces échecs-là, et je peux vous raconter même une histoire, c'est que, en fait, j'ai été étudiant à Harvard entre 84 et 87. Oui, nous aussi. Vous aussi? Non. Mais non, mais il n'y a pas. J'étais étudiant. Voilà. Bah oui. Et mon rêve, c'était d'aller à la Harvard Society of Fellows comme postdoc. C'est un postdoc de luxe. Et tu es pendant 3 ans, très bien payé comme un prof assistant, sans avoir donné de cours. C'est prestigieux. Tu dînes avec Amartya Sen, avec des gens très bien. Et je passe un oral. Évidemment, je ne comprends pas la question qu'on me pose. Et très gentiment, c'était Robert Solow, qui était un merveilleux économiste, qui, à dîner, me dit très gentiment: tu sais, tu n'as pas compris ce qu'on t'a demandé. Donc, évidemment, j'ai compris que c'était foutu pour la Society of Fellows. Et je me suis retrouvé prof au MIT, qui est quand même pas le pire des endroits alternatifs. Non, c'est pas mal, oui. Et c'est là que j'ai eu Peter Howitt comme voisin et que j'ai été le voir. J'ai dit, eh bien, il y a cette idée de Schumpeter qui est la destruction créative, mais il n'y a aucun modèle de croissance qui incorpore cette idée-là.
pourquoi on ne construit pas un nouveau modèle de croissance ? Pourquoi on ne fait pas, nous, la destruction créatrice des modèles de croissance précédents pour en créer un qui, en son sein, incorpore la notion de destruction créatrice. Donc c'est un échec. Et c'est comme ça qu'on a fait. Et ben, si j'avais été... Et je me dis maintenant, mais par malheur, j'avais été reçu à la Society of Fellows, je n'aurais pas rencontré Peter Howitt, nous n'aurions pas fait le modèle de croissance, et voilà. Et je ne serais pas là devant vous. D'accord, Voilà. je comprends. Alors on va voir tous les repères avec Paul, tous vos repères avec Paul. Alors, évidemment, il y a toutes les histoires d'amour. J'ai essayé d'avoir des petites copines à Paris. Et ça, je pense que si je m'étais marié avec elles, je ne serais pas parti à Harvard. Donc, je les remercie de m'avoir pas pris comme petit copain. Parce que probablement, je ne serais pas parti du tout, quoi. Donc, à nouveau, pas de modèle de croissance. Alors, on va pas aller sur la vie privée avec toi, Paul, mais les autres repères. Oui, et pour vous présenter Philippe Aghion, j'ai choisi de le faire en 5 dates clés de votre vie, de votre carrière. On commence donc par le commencement 1956 ou l'année de votre naissance. Ah non, mais ça, votre c'est pas mère, 56, non, ça. votre mère Gaby Aghion est une célébrité de la mode. C'est elle qui a créé la marque Chloé. La voici avec Karl Lagerfeld. Mais vous, la mode, c'est pas votre truc. Vous aimez l'économie comme moi. Et bien sûr, comme moi, vous partez étudier à Harvard. C'est peut-être de là d'où vient votre super accent anglais. Oui, My absolument. mother, she c'est horrible. created, Oh là 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 là, Chloé terrible. and prêt-à-porter de luxe. Ouais, je sais. En 1987, vous devenez prof au MIT, mais surtout vous tombez amoureux de Joseph Schumpeter, un économiste du début du XXe, théoricien du concept de destruction créatrice. Voici donc comment on vous présente désormais. Il est schumpeterien. Schumpeterien. Alors schumpeterien, évidemment les bacs ES se souviennent. Pour les autres, en gros, quand une innovation arrive sur le marché, elle détruit les produits qui existaient avant. La voiture détruit les calèches ou Internet détruit notre bon vieux Minitel. Cette théorie, vous allez la compléter un poil et vous allez devenir une vraie référence dans le monde de l'économie. Mais pour le Aghion médiatique, il faudra attendre la première archive télé qu'on a trouvée de vous, c'est en 2010, avec un discours déjà d'actualité. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez l'Europe un peu laissée pour compte ? Effectivement, il y a cette crainte que l'Europe devienne la nouvelle Amérique latine et donc on soit pris totalement en sandwich entre les États-Unis et les pays émergents qui maintenant acquièrent la technologie très rapidement. Et après la télé, ce sont les politiques qui vous rattrapent. Ça commence en 2012 quand vous conseillez François Hollande en le poussant à assumer une ligne pro-entreprise. En 2017, vous changez de poulain. On vous voit d'ailleurs ici avec lui sur scène. Emmanuel Macron, vous participez à son programme économique. Pour certains, la flat tax serait même de vous. Mais la dernière date clé, c'est le 10 décembre 2025 quand vous recevez votre prix Nobel dans un décor un poil protocolaire. Alors cette distinction vous touche, ça se voit. Nous, on s'en était rendu compte quelques mois avant. On était avec vous au Collège de France. Vous veniez tout juste d'apprendre la nouvelle. Bon, je lève. Bravo. Je me lève alors. Ben, levez-vous si vous voulez. Je sais pas, vraiment, merci beaucoup. C'est formidable, hein. Vraiment, c'est génial. Et est-ce qu'on peut revoir l'image de Stockholm? Pardon. Est-ce qu'on peut revoir l'image de Ouais. Stockholm? Vous retenez quoi de cette image-là? Oh bah c'est un conte de fées, on n'en sort pas. Et on se dit que c'est pas, on n'y croit pas quoi. On se dit c'est pas réel, quoi. C'est autre chose, c'est quelque chose au-delà de l'imagination, c'est quelque chose de très spécial. Que ça vous arrive à vous, quoi. Voilà, on y repense après, quoi. Il y a un avant et un après ça. Quand on se dit tiens, voilà, cette chose s'est passée, quoi. Et D'ailleurs, comment est-ce qu'on apprend qu'on a reçu le prix Nobel? Est-ce qu'on reçoit un appel? alors, plus la manière 46, dont ça se passe, alors moi j'ai été certain que je ne l'aurais pas cette année, voilà. Parce qu'en fait, ils ont été très malins, les Suédois. Ils m'avaient invité pour un doctorat honoris causa en septembre à Stockholm. Et mon hôte à Stockholm était en fait également membre du comité Nobel. Et il m'avait demandé de lui envoyer un paragraphe décrivant ce que j'avais fait, parce qu'il n'avait aucune idée de ce que j'avais fait, quoi. Donc il était très malin, tu vois, pour brouiller les pistes, pour que je n'ai absolument aucun doute. Donc le 12, j'avais une amie qui faisait baptiser son neveu, donc
Marie connaît. Et donc, que Michel connaît. Voilà. Et donc, en tout cas, je suis allé me coucher le 12 en pensant qu'au baptême du neveu de cet ami. Que connaît Jean-Michel? Non, et donc, mais en fait, voilà. Et je pensais pas du tout au lendemain. Et j'étais certain que ce prix Nobel n'aurait rien à voir avec moi du tout. Et le téléphone sonne à 10h30 et puis je vois le 46 s'afficher. Alors des fois on croit que c'est une blague. Hein. L'indicatif de la Suède. Et on me dit, ben voilà, ça se passe comme ça, etc. Alors après, quelqu'un vous appelle, on dit, parce qu'ils ont un journaliste économique en Suède qui s'appelle Adam Smith. Alors on dit, on va vous passer Adam Smith. Alors tu dis, c'est peut-être une blague quand même. Et alors quand je vais parler à David Ricardo, etc. Mais il y a un vrai Adam Smith en Suède qui vous parle également. Donc si le plus 46 s'affiche. Voilà, donc 46 et tu te dis. Et alors ce qui est assez drôle, c'est qu'il me demandait le numéro de téléphone des coloréats, parce qu'il n'était pas sûr de les avoir. Il n'arrivait pas à les joindre. Nous étions 3 en économie. Ouais, absolument. Alors on va parler de votre sujet. Les Américains sont les champions de l'innovation, de l'IA et du numérique. Et nous, on est champions de quoi? Mais vous savez, dans l'IA, on est aussi des champions. Vous savez, j'ai eu la chance de co-présider une commission IA. On avait remis un rapport au président il y a 1 an et demi. Et dans ma commission, j'avais des gens comme Yann Lequin. Oui. Et Yann Lequin, c'est un pilier de l'IA. Oui. Donc, c'est pas vrai. La France a beaucoup à voir avec l'IA. Oui. On a des grands talents. C'est le drame. Non, et c'est le drame. On va parler de l'Europe peut-être tout à l'heure aussi, plus généralement. C'est qu'en Europe, on a des fantastiques chercheurs, mathématiciens. Quand je dis nous, on parle de ça. On parle de la France et de l'Europe. Mais la France a joué un rôle très important dans le développement de l'IA. Voilà. Pourquoi un chercheur comme Yann Lequin, il allait travailler aux États-Unis? Mais parce que, alors on en reparlera, parce que il y a des moyens là-bas, il y a des moyens pour la recherche que nous n'avons pas en France, et il y a un écosystème de l'innovation que nous n'avons pas en France. On en reparlera. Et pourquoi on n'en a pas assez de moyens en France, en Europe? Et là, on va au rapport Draghi, évidemment. Pourquoi on n'a pas assez de moyens en France, en Europe? C'est une question très intéressante. Je crois que souvent, on a perçu la recherche comme une variable d'ajustement. Quand on coupe, on se dit, on va couper dans la recherche. Souvent, ça a à voir avec l'économie politique, c'est-à-dire que les politiciens sont élus sur des périodes courtes et la recherche n'est pas souvent pas... Alors, on me dirait aux États-Unis aussi, on est élus sur... Mais ils avaient mis en place quand même la National Science Foundation. Ils ont mis en place, surtout avec la guerre froide, des institutions qui financent la recherche à long terme. Et alors, aux États-Unis, ce qui se passe également, c'est que vous avez beaucoup de mécénat. Donc, les grands mécènes, les gens, il y a une pratique du mécénat également aux États-Unis. Donc, il y a des fondations publiques et des fondations privées qui financent de la recherche à long terme. Et puis, alors, ils ont tout un écosystème pour les start-up, pour l'innovation dans les start-up, pour l'innovation par les grandes entreprises. C'est le capital risque, c'est les investisseurs institutionnels, les fonds de pension. Parce que vraiment, il y a l'idée de dire, pour faire de l'innovation de rupture, il faut échouer. Je reviens à mon idée de tout à l'heure. Et donc, je dois vous donner le temps de pouvoir échouer et puis de réessayer et de réessayer. Donc, je dois vous donner du temps long, que ce soit pour la recherche fondamentale, pour des projets qu'on démarre, ou pour des projets qu'on poursuit. Et ils ont un écosystème là-bas qui permet l'échec, justement. C'est pas mort face aux Américains et aux Chinois? Pas du tout, parce que, vous savez, l'IA, c'est des données et de la puissance de calcul. Des données, nous avons des domaines comme la santé, nous avons des données excellentes. Et donc, il y a toute une série d'IA spécialisées. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on a des mathématiciens, des chercheurs. Il nous faut de la puissance de calcul. Donc là, il nous faudra de la politique industrielle. Un mot qui était un gros mot en Europe, parce qu'au nom de la politique de la concurrence en Europe, on a empêché la politique industrielle, on a muselé la politique industrielle. Il faut en finir avec ça. Ça veut dire quoi, la museler? La réprimer, quoi, l'empêcher. Oui, les aides sectorielles d'État, par exemple. Alors, comment la libérer? Eh bien, il faut faire évoluer la doctrine européenne économique. C'est-à-dire de dire, on fait de la politique de concurrence, c'est important, mais on autorise aussi de la politique industrielle dans des domaines comme la défense, comme la transition énergétique, pourvu qu'elle soit compatible avec la concurrence. Et là, il y a les fameuses DARPA. Il y a trop de réglementation européenne? Alors, il y a... Je ne dis pas vraiment qu'il faut déréglementer, c'est qu'on empêche, en tout cas, on a empêché la politique industrielle. C'est-à-dire, dès qu'il y avait des aides sectorielles d'État, on disait ça va à l'encontre de la politique de la concurrence. Il y avait toujours cette vision que la politique industrielle, c'est vrai que la manière dont on la pratiquait,
on choisissait les gagnants. C'était une manière très colbertiste, avec tout mon respect pour Colbert, c'est-à-dire des gouvernements qui disent je te donne à toi et je te donne pas à toi. Les Américains ont inventé la DARPA, la Defense Advanced Project Agency, quand ils étaient en guerre froide, en course avec l'Union soviétique, et c'est de dire il y a des secteurs où il y a des missions à accomplir, la recherche de base a été faite, il faut réaliser cette mission dans les 2 ans, mettre un homme dans l'espace, ou les vaccins. Il faut qu'on ait des vaccins ARN messagers dans l'année qui vient. Et l'argent vient du ministère, tu vois, de la Défense ou de la Santé. Ils nomment des chefs d'équipe pour 5 ans. Et ces chefs d'équipe ont toute l'attitude pour susciter des projets concurrents. Donc tu as une partie de haut en bas, comme on dit top-down en anglais, et tu as une partie de bas en haut, qui elle est très pro-concurrence. Donc tu peux faire de la politique industrielle d'une manière compatible avec la concurrence. Et nous, en Europe, on avait une vision très figée. On pensait qu'au nom de la politique de la concurrence, il fallait empêcher toute politique industrielle. Or, les Chinois et les Américains ont en commun qu'ils font à la fois de la concurrence et de la politique industrielle. Et nous, on est figés. Et nous, on a été trop figés. Et donc, on doit évoluer. Et pourquoi ça changerait? Ça, on ne sait pas. Hein. Je pense que... alors, d'abord, le Covid, on a vu que quand on est en situation d'urgence, on réagit. Le Covid, par exemple, on a fait un emprunt européen. C'était impensable avant. Là, il y a quand même le rapport Draghi, c'est très intéressant, qui dénonce le déclin technologique de l'Europe. Vous faites souvent référence au rapport Draghi. Voilà. Vous faites souvent référence au rapport Draghi. Oui, absolument. Donc, le rapport Draghi, c'est un rapport donc par Mario Draghi, une commission dirigée par Mario Draghi, qui a mis l'accent, qui a montré un déclin de productivité et technologique de l'Europe par rapport aux États-Unis. Entre 1945 et 1985, en termes de PIB par tête, on rattrape les États-Unis, en partie parce qu'on reconstitue notre stock de capital, on rattrape la révolution technologique de l'électricité et des moteurs à combustion, donc on rattrape. Et puis depuis les années 80, on décroche. Et on décroche parce qu'ils font la révolution des technologies de l'information, et nous, on n'arrive pas vraiment à se l'approprier. Et ils vont dans le high-tech, dans l'innovation de rupture high-tech, et nous, en Europe, on reste cantonné au big-tech incrémental. Tu vois, on n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'écosystème pour l'innovation à la frontière technologique. Et voilà. Et Draghi te dit qu'est-ce qui nous manque et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse. Et parce que vous dites, il y a en France de nombreux Albert Einstein et Marie Curie perdus. C'est ce que vous dites, expliquez-nous. Alors ça, donc l'expression n'est pas de moi, elle est également de mon collègue Xavier Jaravel et d'autres. C'est-à-dire qu'en France, un des aspects, c'est en France et dans beaucoup de pays. Pardon ? Je peux vous demander qui c'est ? Monsieur Xavier Jaravel, il est président du Conseil d'analyse économique et il est mon collègue à la London School of Economics. D'accord. Et donc je crois que l'expression Marie Curie perdue, c'est vraiment Xavier. C'est vrai que nous avons, un des problèmes que nous avons, c'est que dans notre pays, mais ça c'est pas vrai que chez nous, il y a beaucoup d'enfants très intelligents, et de toute façon il y a 1000 formes d'intelligence, mais parce qu'ils n'ont pas un bon environnement, eh bien, ils ne parviennent pas à devenir entrepreneurs, innovateurs, etc. Donc, et donc parce qu'on a une école qui ne joue plus son rôle d'ascenseur social, voilà. Et elle l'a joué dans le passé, je pense, et elle le joue plus suffisamment. Donc il faut investir dans l'école. Et en même temps la transformer, oui. Là, je pense que c'est une des choses à faire, oui. Il faut une école avec des bons tests, où on ait des bons tests PISA. Vous savez, les tests PISA, c'est les mesures de la performance des écoles et des lycées. Et il faut qu'on ayons des meilleurs tests. C'est vrai que, par exemple, maintenant, eh bien... beaucoup moins que de mon temps, on savait faire une règle de 3. On apprenait, je sais pas, dans le primaire ou dans le secondaire très tôt, on va faire des règles de 3. Les enfants ne savent plus. Les dictées, on fait plein de fautes d'orthographe de nos jours. De nos jours, à mon époque, c'était les manuels, les manuels scolaires. Eh bien, on a un peu trop négligé les manuels scolaires. Je pense qu'il faut une école qui donne à tout le monde la possibilité. À l'école, on apprend à apprendre. Et donc, plus ça va aller, plus on doit être dans un monde où on doit être adaptable. Et on doit apprendre à apprendre. Et à l'école, une école où on apprend à bien raisonner, à lire, à se concentrer, à pas faire de fautes d'orthographe, à faire des règles de 3, à raisonner par soi-même, eh bien, c'est une école où on forme des individus qui sont capables de s'adapter facilement et d'apprendre à apprendre. C'est la base de tout système d'innovation. Mais il faut également un vrai marché unique que nous n'avons pas en Europe, parce que chaque pays met ses réglementations. Comme je disais tout à l'heure, nous n'avons pas un bon écosystème
système financier de l'innovation avec le capital risque. On en Et est loin, voilà. Et loin, on n'a non, pas de- les DARPA, on n'a pas l'équivalent des DARPA que je décrivais tout à l'heure. Ils les ont aux États-Unis. En Chine, ils ont une autre manière de faire de la politique industrielle. Et nous, en Europe, nous n'avons pas les bons outils pour faire de la bonne politique industrielle. Alors, je vais vous montrer 3 figures. Vous pouvez donner un mot pour chaque. D'accord? Bernard Arnault, pour vous, c'est le symbole de quoi? Écoutez, Bernard Arnault, pour moi, c'est en un mot. Oui. Bah, Ou c'est deux, une- enfin deux, une phrase, quoi. Je pense que Bernard Arnault, c'est une très belle réussite industrielle et commerciale. Oui, je pense que c'est le secteur du luxe qui est un des phares de l'économie française. Après, on peut de prendre argument, n'est pas d'accord sur tel ou tel point, mais il incarne le secteur du luxe qui est un des secteurs où nous brillons. Et le fait que LVMH ait des aides publiques, est-ce que vous comprenez que ça choque le public? Alors, toute la question de savoir quelle aide, de combien, etc. Mais en même temps, donc je ne vais pas faire la défense mais c'est quelqu'un également qui crée beaucoup d'emplois, je crois que Notre-Dame a été en partie financée par lui. Et puis après, se posent des questions, on discutera après sur la fiscalité ou sur les niches ou mais en tout cas, après, on peut être d'accord ou pas d'accord sur telle et telle chose, mais c'est sûr qu'il incarne un secteur qui est un des secteurs où la France a encore un avantage sur d'autres pays. Deuxième figure, Gabriel Zucman, pour vous, c'est le symbole de quoi? D'abord, c'est un très bon... Gabriel est un excellent économiste, c'est un très bon collègue, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup comme économiste. Je n'ai pas un respect absolu pour l'attaque Zucman. Ouais, vous vous engueulez avec lui. Ouais. Non, on a un débat. D'ailleurs, je crois que vous pouvez le voir sur YouTube. C'était, je crois, je ne vais pas mentionner la firme. Je crois qu'on ne va pas faire de publicité, mais enfin, sur YouTube, il y a un débat à Guillaume Zucman. Je crois que c'est un débat courtois. J'espère. J'y étais pas tellement. C'était Il y a chaud, eu en des tout débats. cas. Il faut toujours dans un débat, mais enfin, je pense quand même, c'est assez courtois. Et où je respecte beaucoup Gabriel comme économiste. Je pense qu'il a mérité la Clark Medal, qui est ce prix qui récompense le meilleur économiste américain de moins de 40 ans. Il le mérite largement. Et je ne suis pas d'accord avec sa taxe. D'accord. Et dernière figure, Emmanuel Macron, c'est le symbole de quoi? Ah, ouais, c'est compliqué. D'un énorme espoir, il a levé un espoir. Je pense que... Vous parlez de 2017. Je parle de 2017. Je pense qu'il y a eu des réalisations. En fait, je fais remonter Emmanuel Macron. Je pense qu'il a fait de très bonnes choses déjà dès 2014. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le tournant de l'offre. Et si je devais résumer, c'est le tournant de l'offre. On parle beaucoup du tournant de l'offre. C'est quand il était à Bercy. Conscience qu'on ne peut pas distribuer ce qu'on ne produit pas. Et que c'est important de devenir plus productif. Et dès 2014, on a pris conscience en France qu'il fallait s'attaquer, améliorer notre productivité et s'attaquer au chômage de masse que nous avions à l'époque. Donc je pense que déjà en 2014, il a contribué fortement au tournant de l'offre. Ensuite en 2017, alors après on peut être d'accord, on peut avoir un droit d'inventaire. Moi il y a des choses que j'aime et d'autres choses que j'aime moins. Après on est en 2025, 2026, on est en 2026. Alors, on est en 2026. Là je vous pose la question, c'est le symbole de quoi, vous me dites? Ça a été un énorme espoir et que ça a 2017. Ça a très bien commencé 2014, 2017. Et puis je pense que c'est moins bon depuis 2022, quoi. Voilà. Ok. 2021-2022. Okay. Voilà. Il y a eu un peu, il y a eu des choses, et on a eu des discussions. Disons que c'est quelqu'un qui on discute beaucoup. Quand je suis pas d'accord avec lui, je lui dis que je suis pas d'accord avec lui. Je peux tout à fait avoir tort. Et j'ai jamais manqué une occasion de dire lui que aussi j'étais pas il peut avoir d'accord. tort. Et lui aussi peut avoir tort, tout le monde peut l'avoir, mais je ne prétends jamais être le seul détenteur de la vérité. Mais en tout cas, quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je le dis de manière très franche. Alors ça fait partie de mon côté gaffeur, peut-être, je parlais tout à l'heure.